l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure de vous informer sur la 101.2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la deuxième édition de Clédou Info. Avec moi dans ce studio, Arunaba. Arunaba, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les femmes du camp Firoun de Gao manifestent leur colère après la mort lundi d'au moins 30 soldats maliens à Tambakor au cours de violents accrochages avec les djihadistes. Également à la une de l'actualité, Moussa Guindo condamné à mort par la cour d'appel des Bamako. Le procès de l'assassin de l'imam Abdul Aziz Yatabari s'est tenu hier mardi. Et puis on célèbre ce mercredi 20 novembre la journée internationale des droits de l'enfant. Samou Social et ses partenaires s'activent pour l'égalité en faveur des enfants en situation de rue. Ce sont les titres de ce journal. Tout de suite les développements avec Emma Fifamen Nao et Arunaba. Une fois de plus, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mécontentes des femmes des militaires du camp Firoum du Gao ont bloqué hier mardi l'entrée principale du camp. Au même moment, 30 corps des soldats maliens tombés à Tamakot ont été transférés du Niger à Gao alors que le bilan officiel fait état de 24 morts. Les points avec Kassim Traoré. Les femmes des militaires ont assiégé la rentrée principale du camp Firoun pour montrer leur mécontentement suite à l'attaque dont étaient victimes leurs maris à Tabankor dans la région de Ménaka, frontière avec le Niger. Depuis cette heure, nous avons bloqué l'entrée principale du camp à tout le monde. Les enseignants qui donnent cours à nos enfants ont été empêchés. Le ministre de la Défense et sa délégation, pour nous, le gouvernement n'a pas donné le vrai bilan de l'attaque de Tabankor. C'est plus de 30 morts. Nos maris étaient les plus nombreux dans la délégation. Nous a confié une femme de militaire. Tout le monde sait que Tabankor est une zone de terroristes et de commerce de drogue. Nous, on se demande comment un beau matin, les gens se lèvent pour aller dans une telle zone. C'est pourquoi nous disons que nos parents ont été livrés aux terroristes. Nous confie Nasser Agoufen, cousin des soldats morts à Tabankor. Il faut signaler que 30 corps de soldats maliens tombés au cours de la mission de Tabankor sont arrivés à Gao en provenance du Niger. Quelques heures plus tôt, c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui bouclait dans la région sa visite auprès des troupes maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Après Assongo, Menaka et Bourem, le général Ibrahim Dairou Dambélé s'est en effet rendu dans la première région militaire des Gao. L'objectif était d'apporter le soutien du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à nos forces armées et de défense du Mali. L'URD, l'Union pour la République et la démocratie, deuxième force politique du Mali, condamne les attaques contre les femmes. Les forces armées maliennes s'inclinent devant la mémoire de toutes les victimes de la guerre qui déchire notre pays. Il s'agit de toutes les victimes de la guerre dont fait face les Mali. Le secrétaire à la communication de l'URD a dénoncé la corruption au sein de l'armée et estime que l'argent destiné à l'équipement de nos soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme était bien géré, qu'on aurait pu, je cite, limiter les dégâts. Il pointe du doigt la responsabilité du président de la République et appelle à sa démission. Écoutons Demba Traoré. Si on avait ces moyens aériens, les secours allaient vite venir. Si on avait les moyens de renseignement, si on avait mis les moyens dans le renseignement, ces soldats allaient savoir qu'ils allaient être attaqués. C'est ça la vérité. On allait pouvoir sauver des vies. Imaginez quelqu'un se mettre à tirer sur une famille et que le secours vient tout de suite. Mais ça limite les dégâts. Mais quand on attend, après le forfait, revenir, vous venez constater les dégâts. Vous ne limitez pas les dégâts, mais vous constatez les dégâts. Pour moi, aujourd'hui, honnêtement, quand on est premier responsable d'un pays, on doit donner le bon exemple. Et le bon exemple, je me dis, quand on n'arrive pas à exécuter son propre programme, ce qui est le cas, quand on n'arrive pas à exécuter, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il faut reconnaître ça. Et si vous ne pouvez pas, vous le dites. Tous les Maliens savent aujourd'hui que c'est le président de la République qui est aujourd'hui le problème du Mali. Ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face.
À l'instant, Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'URD. Des hommes de médias et communicateurs traditionnels s'outillent dans la stratégie de stabilisation des régions de Mopti et Ségou dans le centre du Mali. La session a débuté ce lundi 18 novembre dans la Venise malienne, une initiative du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise à Ségou et Mopti, les comptes rendus de notre envoyé spécial Bibata Momoutourou. Cet atelier vise à renforcer les capacités des journalistes, animateurs de radio, de proximité et communicateurs traditionnels pour une meilleure gestion de l'information sur les stratégies du cadre politique de gestion de crise dans les localités concernées. Il s'inscrit dans une série d'activités que le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de crise veut mener avec les médias dans le cadre des campagnes d'information et de sensibilisation. Dr Moussa Touré, expert chargé de la gouvernance au secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre. La création du cadre politique de gestion de la crise au centre est une volonté politique exprimée au plus haut niveau de combiner les actions militaires et les actions politiques pour une gestion durable de la crise au centre. L'atelier se propose notamment de former les animateurs et communicateurs traditionnels à l'animation des émissions publiques, renforcer les capacités des journalistes et animateurs de radio aux principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité du journaliste en période de crise. Cette formation doit permettre aux participants de proposer les actions concrètes pour réussir à restaurer la coexistence pacifique entre les populations concernées par la crise. Oumar Diabaté, représentant du président de l'Union des télévisions et radios libres du Mali. La difficulté de cohabitation des communautés est davantage aggravée par la forte pression sur les ressources naturelles par une population en pleine croissance. À côté de cette problématique, la région de Mopti a subi très fortement les conséquences de la crise politico-sécuritaire qui a marqué notre pays depuis 2012. Du reste, cette situation est venue fragiliser un climat social très mal en point, eu égard à l'existence de nombreux conflits qui attendent d'être résolus. Le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti se réjouit de la réalisation de ce projet. Il félicite le secrétariat permanent du cadre politique de la gestion de crise à Ségou et Mopti pour leur partage d'expérience avec les participants. De Mopti, Bibata Mamoutouré pour la radio Clédou. Merci à Bibata, la cour d'appel de Bamako a tranché hier mardi le sort qui attend Moussa Guindo. Pour lui, ce sera la peine capitale. Vous vous rappelez sans doute de celui-là même qui a assassiné en janvier dernier l'imam Abdul Aziz Yatabaré. Les parents, amis proches et des leaders religieux ont salué cette décision de la justice malienne. Kassim Traoré. Une journée d'audience un peu particulière à la cour d'appel de Bamako. La devanture de cette juridiction était bourrée de musulmanes et de musulmans. On dirait un vendredi de prière. Il a fallu des forces de l'ordre pour maintenir le calme et la quiétude. La salle d'audience Bouakar Sidibé était bourrée de monde. La peine de mort a été prononcée par les juges contre Moussa Guindo à la satisfaction des partisans, parents, amis et proches de l'imam Yatabaré. Il faut rappeler que c'est le samedi 19 janvier 2019 qu'il a été pris en guet-apens par un individu au sortir de chez lui pour se rendre à la mosquée pour la prière de l'aube. Un individu qui lui a asséné plusieurs coups de bâton et de couteau. Il a été laissé gissant dans une mare de sang. Les premiers individus venus secourir l'ont identifié. C'est ainsi qu'il a été admis à la polyclinique Pasteur pour y être soigné à la suite de ses blessures causées par des armes blanches. C'est à ce niveau que l'imam Yatabaré a rendu l'âme. Célébration du 30e anniversaire de la Journée internationale de l'enfant. Samou Social Mali et ses partenaires célèbrent ce 20 novembre à la Journée internationale de l'enfant, s'engagent pour l'égalité en faveur des enfants en situation de rue et l'un de leurs objectifs au mot d'Amélie compte rendu. Le SAMU social, à travers cette conférence de presse, veut promouvoir la sécurité des enfants de la rue. La Journée internationale de l'enfant célébrée ce 20 novembre à travers le monde coïncide cette année avec le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant CEDE. Une occasion pour le SAMU social de jeter un regard rétrospectif sur ses réalisations faites depuis l'adoption de cette convention à nos jours. Le SAMU de 2001 à aujourd'hui a identifié 5820 enfants et
et jeunes en situation de rue et la population prise en charge est de 700 enfants et jeunes répartis entre 296 garçons, 355 jeunes filles mères et 49 bébés, soit des enfants de moins de 5 ans. Pour son directeur, M. Alou Koulibaly, il est temps d'agir pour les droits de chaque enfant et surtout les plus vulnérables. Le thème choisi par le SAMU pour ce 30e anniversaire de la CDE est 1989-2019, les 30 ans de la CDE, s'engager pour l'égalité en faveur des enfants en situation de rue. Moment à saisir pour attirer l'attention de tous sur les droits des enfants, surtout ceux en situation difficile, pour qu'ils sortent de la marginalisation et de l'exclusion. Cette célébration est couplée au 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par 193 pays à travers le monde, dont l'application reste un souci majeur pour les acteurs de la question. Un masterclass sur la lutte contre la corruption. La rencontre a débuté hier mardi et prendra fin le vendredi prochain. Cette rencontre de 4 jours vise à renforcer les hommes des droits dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est une initiative du projet Redevabilité publique et participation des femmes au Mali. Etienne Niaré, reportage. Les mécanismes de lutte contre la corruption et le détournement des biens publics attirent l'attention de plusieurs organismes, mais aussi de presque tous les Maliens. La réussite de ce combat doit contribuer à l'amélioration du bien-être de tous les Maliens. Bakary Soïba Koulibaly, chef de cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. L'heure n'est plus au discours et aux tergiversations. Il s'agit d'engager des actions fortes avec professionnalisme et loyauté pour asseoir la crédibilité et l'efficacité nécessaire pour inverser la tendance fâcheuse quant à la profondeur de la corruption dans notre pays et arriver à des résultats probables. La délinquance financière impacte négativement sur le développement économique du Mali. Elle contribue également à l'instabilité du pays. Toubey Kone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire. Notre stratégie dans cette lutte nous amène à n'épargner aucun effort pour nous assurer que nos magistrats, chers participants, associés aux autres acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption, aient une formation appropriée et soient prêts à résoudre les questions et les difficultés complexes et nuancées inhérentes aux affaires relatives à la délinquance financière, tout en garantissant un traitement judiciaire en conformité avec l'éthique et la déontologie qui caractérisent le métier du juge. Le projet Redevabilité publique et participation des femmes au Mali, qui a démarré en 2018, a une durée de 4 ans. Il est financé par Affaires mondiales Canada. Sans transition, faisons un tour au Salon international de l'artisanat malien qui réunit cette fois-ci des artisans venus de divers horizons. Cette deuxième édition de la foire est organisée dans un contexte d'insécurité grandissante au Mali. Les artisans déplorent la rareté de la clientèle, notamment des touristes étrangers. Les récits des souris Ibrahim Keïta. Lors de notre passage ce lundi dans l'après-midi au parc des expositions de Bamako, l'affluence était morose. Les exposants font face au difficile écoulement des produits. Amadoun Diko, artisan venu de Mopti. Moi j'expose des sacs, des chaussures en cuir. Je viens de la région de Mopti. Depuis le début de la guerre en 2012 dans notre pays, nous ne recevons plus la visite des touristes à Mopti. Seulement les travailleurs de l'aménagement. Presque tous les hôtels sont partis en faillite. Amadoun Sissao, artisan venu de Tombouctou. Je vends des chaussures, des portefeuilles, des ceintures en cuir. Pour le moment, on n'aura pas de touristes. Il n'y a pas de touristes. Sinon, on ne voit plus des étrangers. Ça se finit presque chez nous. Le SEMAM est mal préparé. On ne devait pas préparer cette foire entre le 7 et le 21. Les salaires tombent le 25. On devait faire le SEMAM à partir de 20 jusqu'au 30. L'artisanat et le tourisme sont confrontés à d'énormes difficultés au Mali à cause de la crise sécuritaire de 2012. Les exerçants de ces métiers espèrent un changement des conditions dans un futur proche, souhait qui est gage de paix. Restons au Siama 2019. La colonie étrangère est aussi représentée dans cette deuxième édition du Salon international des artisans du Mali. Parmi ces nationalités figurent entre autres des forains sénégalais, des Mauritaniens, des Brésiliens en plus d'autres pays invités. Moussa Issa Sissoko est allé à leur rencontre. Initialement organisé pour la promotion de l'artisanat malien, les pays invités ont massivement répondu à l'appel.
Koudé Diouf vient du Sénégal et vend des articles principalement féminins. Elle affirme vendre ses produits malgré le marché difficile. Voici des pagnes fabriquées à la main, artisanales, des robes, des draps, des perles, c'est ça ce que je vends. Comme vous le voyez, la foire n'est pas encore finie, mais petit à petit on vend, puisque ici au Mali, le pouvoir d'achat n'est pas tellement élevé, comme vous le savez bien que moi, mais on s'en sort. Pour sa première fois au Siama, Abdou Azdine, un forain algérien, trouve les Maliens très enthousiastes pour les produits algériens. Je suis vraiment ravi de voir ce monde-là. Aussi l'engouement pour le produit de l'artisanat algérien. On a ramené de la céramique, on a ramené de la poterie, du cuir, des habits traditionnels, des gâteaux traditionnels, des produits du tiroir comme exemple le savon traditionnel, de l'huile d'olive, ainsi que des figues sèches. Et on a vu que les gens citoyens maliens et ceux qui sont venus au salon, ils ont apprécié. Même il y a une femme qui a acheté une robe kabyle. Le Siama prend fin ce jeudi 21 novembre 2019. 13h16 dans notre studio. Nous allons parler sport très sportivement. Nous allons accueillir Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Du football sur le continent, on a joué ce mardi les derniers matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 prévus au Cameroun. Mauvaise opération pour les éléphants de la Côte d'Ivoire dans le groupe K. Opposés à l'Éthiopie, les éléphants se sont inclinés 2-1 à Bayerda, malgré que ce soit la Côte d'Ivoire qui a ouvert le score dès la 3e minute par Serge Aurier. Dans le groupe E, bonne opération pour le Maroc en déplacement à Bujumbura. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 3-0 face au Burundi. De son côté, la Mauritanie a dominé la République démocratique du Congo 2-0 à Nouakchott. Dans le groupe J, à présent, où la Tunisie a pris les commandes grâce à sa victoire 1-0 devant la Guinée équatoriale, opposée à la Tanzanie dans un match délocalisé à Monastir, la Libye a également dominé les Taifa Stars 2-1 pour se relancer. Enfin, dans le groupe H, dominé par l'Algérie avec 2 victoires en autant de sorties, le Zimbabwe a réalisé une bonne opération en battant la Zambie 2-1 à Lusaka. Avec ce succès, les Warriors se positionnent à la 2e place du classement avec 4 points, soit 2 longueurs de retard sur l'Algérie. Toujours en football, la Coupe d'Afrique des Nations U23, on connaît désormais les finalistes de la compétition. Il s'agit du pays hôte, l'Égypte et de la Côte d'Ivoire. Les pharaons olympiques n'ont pas manqué leur rendez-vous hier face à leur public du Stade international du Caire en battant largement l'Afrique du Sud 3-0 en demi-finale. Ils se qualifient ainsi pour la finale et aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec la Côte d'Ivoire, vainqueur du Ghana au tir au but 3-2 après 2 partout à l'issue des prolongations. Un billet est encore vacant en attendant le vainqueur de la rencontre Ghana-Afrique du Sud lors du match pour la 3e place de la compétition. Aruna. Merci Nana Samake, vous allez rester dans ces studios pour la page sport. C'est juste après la page Elect. Elect est déjà bien installé dans les studios Djelibaba Sissoko de Radio Clédou. C'est tout pour cette édition, la 2e de Clédou Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre fidélité. Présentation Arunaba et Emma Fifamé Nounaon. À la technique, vous avez Abou Tchoté Touré. Radio Clédou, le journal avec Sotel Mamali.